m'a dit, il faut parler de la personne âgée, le cancer de prostate de la personne âgée. Je me suis dit, c'est quoi âgé finalement ? C'était vraiment une question. Alors, j'ai discuté un peu à droite à gauche. C'est vrai qu'à 75 ans, on essaie de mettre un petit cut-off parce que on se dit c'est à l'âge à laquelle ils vont en gériatrie en général, les services de gériatrie à cette espèce d'âge de 75 ans. 75 ans, c'est un petit peu aussi le moment où nous, on commence à se dire, où on se dit qu'on va plus faire de prostatectomie, donc qu'on élimine un traitement du cancer de la prostate. 75 ans, c'est aussi là où on se dit que le dépistage n'a plus d'intérêt. Le dépistage au sens où on l'entend, c'est-à-dire faire un PSA de manière un peu systématique. Parce qu'on dit que pour qu'un cancer de prostate localisé, c'est-à-dire asymptomatique, puisse bénéficier d'un traitement et améliorer l'espérance de vie, mais il faut qu'il y ait au moins 10 ans d'espérance de vie. Et quand on regarde un petit peu, je crois qu'à peu près 85 ans, c'est l'espérance de vie habituelle. Donc on dit à partir de 75 ans, voilà. Mais on a déjà dit, tous, et vous le savez, qu'il y a des gens, c'est pas à 85 ans qu'ils vont mourir, mais plutôt ce sera un bon centenaire. Donc finalement, âgé, c'est une notion qui est un peu difficile. Nous, ce qu'on veut, bien sûr, dans le cancer du sujet âgé, c'est plutôt améliorer la qualité de vie que la durée de vie à partir d'un certain âge et éviter tout ce qui est iatrogénie. Une des façons de dépister un cancer de prostate, de trouver un cancer de prostate en dehors d'un dépistage individuel, c'est quand il y a des signes urinaires. Et on a tendance un peu à se dire, signes urinaires, PSA, et on va facilement les faire finalement chez le sujet âgé, parce que le fait d'être âgé, ça induit souvent des troubles urinaires, soit de la phase de vidange, donc difficulté à vider la vessie, et de la phase de remplissage, c'est j'ai envie de faire pipi souvent, j'ai des fuites urinaires, des choses comme ça. On fait des examens complémentaires et hop, on découvre un cancer qui peut être localisé. L'autre question à se poser, c'est mon patient se plaint de rien, est-ce que je lui fais des PSA ? Et ça, c'est une bonne question parce qu'il y a eu une espèce de débat entre l'HAS, entre l'INCa, l'AFU. Ça a beaucoup discuté à un moment donné pour savoir est-ce qu'il faut faire un PSA systématique à tout le monde, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce qu'on fait un vrai dépistage comme dans le cancer du sein, dans le cancer du côlon. Et en fait, la réponse est en fait non. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire que faire un PSA systématique, c'est pas bien. Il faut plutôt proposer un PSA à quelqu'un dont on pense qu'il va tirer bénéfice d'un traitement, et sur un patient informé qui a bien compris à quoi il allait s'attendre. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord pour qu'on fasse des PSA et je suis d'accord pour si on trouve quelque chose et qu'on fasse une IRM, et puis je suis d'accord si l'IRM n'est pas bonne qu'on me fasse des biopsies, puis que si l'IRM et les biopsies ne sont pas bonnes, qu'on me fasse un traitement. Et ça va un peu plus loin, ça prend beaucoup de temps en consultation de dire, allez, je réponds à tous ces critères. Ce qui est bien dit dans le dernier rapport de l'AFU sur le cancer de prostate du sujet âgé, l'AFU c'est l'Association française d'urologie, c'est qu'il faut en fait éviter de sous-traiter le patient âgé. Donc il faut à la fois trouver le juste milieu entre pas faire un PSA à 95 ans pour un peu exagérer, mais ne pas non plus dire trop tôt, non, lui je lui fais pas de PSA parce que ceci, cela. Bon, le toucher rectal, c'est sûr que si sur un toucher rectal simple, vous trouvez quelque chose de manifeste, il n'y a plus de doute. Il faut l'amener parce qu'il va bénéficier de quelque chose. Les biopsies, des fois on se dit, les biopsies. Alors les biopsies, ils sont sous anticoagulants, il faut arrêter les anticoagulants. Est-ce qu'on prend le risque qu'il fasse un AVC parce qu'on lui a arrêté ces anticoagulants juste pour faire des biopsies ? Il va faire une prostatite et puis après il va être hospitalisé. Et puis oui, il y a un risque de prostatite, c'est 1% au moins des biopsies de prostate. Est-ce qu'il va le supporter, etc. Alors, on peut se poser ces questions-là, mais on sait que les biopsies, c'est quand même un peu important parce que quand les gens sont âgés, en fait, les personnes âgées ont finalement un cancer de prostate en général plus agressif que les personnes plus jeunes. Et puis, si on ne fait pas de biopsie, mais qu'il y a un cancer et qu'on veut lui mettre des traitements, c'est quand même un truc pris en charge à 100%. Donc, s'il n'y a pas la preuve du cancer, c'est parfois un petit peu difficile. Une fois qu'on a établi qu'on allait faire un dépistage ou qu'on avait fait un PSA, comment on va traiter notre patient ? Alors, le cancer de prostate localisé, il y a plusieurs traitements. Il y en a un, c'est la chirurgie, et j'en ai déjà parlé un petit peu. Il y a eu toute une étude faite là-dessus qui dit que la prostatectomie radicale chez le patient âgé, elle est faisable. Et ok, d'accord. Mais je ne connais pas beaucoup d'urologues aujourd'hui qui va se lancer dans une prostatectomie chez quelqu'un de plus de 75 ans. Et même chez les plus de 70 ans, il faut que ce soit des gens avec
très peu de comorbidités, qui soient vraiment en excellente forme, qui soient demandeurs. Mais on nous dit aussi qu'il ne faut pas discriminer par l'âge. Si vous avez un patient de plus de 75 ans qui nous demande une prostatectomie, bon, je ne sais pas si je dirais oui, mais en tout cas, si vraiment il me demande, je me poserai bien la question. Il faut faire quand même attention à la continence. On sait que les patients de plus de 70 ans, ils vont avoir beaucoup plus de problèmes à se retenir après une prostatectomie que des patients de moins de 70 ans. La radiothérapie, par contre, on a un peu plus de facilité à la faire. Il y a des limites quand même, c'est les troubles cognitifs et confusionnels. Ben oui, quelqu'un qui n'est pas capable de rester stable sur une machine de radiothérapie, les rayons ils vont aller ailleurs que sur la prostate. Et les gens qui ont des positions vicieuses, et pareil, c'est une histoire de conformation sur la table de radiothérapie. Sinon, il n'y a pas de sur-risque à faire une radiothérapie chez le patient âgé par rapport au patient jeune. Mais c'est juste que comme c'est une fois tous les jours de la semaine pendant plusieurs semaines, un peu moins si on fait de l'hypofractionné, mais ça fatigue beaucoup pour les déplacements. La surveillance, c'est important, parce que c'est un traitement du cancer de prostate, de beaucoup de cancers de prostate finalement, au moins 20%, toute population confondue, et ça, il ne faut pas l'oublier. La surveillance, c'est pas juste attendre. La surveillance, c'est actif, on fait des PSA, on refait des IRM. Donc finalement, c'est une thérapeutique parmi tant d'autres. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des traitements focaux, mais c'est juste des essais thérapeutiques. Donc je pense que, et en général, dans les essais thérapeutiques, ils mettent un certain âge et on n'arrive pas à inclure ces patients-là. Concernant le traitement médical, des fois on est tenté de se dire, voilà, ce patient, il a un cancer de prostate, il ne peut pas faire de rayon, il ne peut pas faire de chirurgie, j'ai pas envie de le surveiller, je vais lui mettre des hormones, je vais lui mettre quelque chose. Eh bien non, il ne faut pas. Parce que on a analysé toute une base et en fait, c'est marqué là noir sur blanc, les patients traités par hormonothérapie avaient une survie moindre que les patients surveillés. Donc clairement, c'est quelqu'un qui a un cancer de prostate localisé, il ne faut pas lui mettre d'hormonothérapie. Il n'y a pas d'indication, un traitement hormonal seul, si le patient ne relève pas d'une indication standard d'hormonothérapie. Ce n'est pas parce qu'il est âgé qu'il va sortir de ce qui est recommandé. Par contre, s'il est métastatique, s'il devient métastatique, là, on change de traitement et là, ça va être la place de l'hormonothérapie. Je le marque à la fin, l'hormonothérapie, elle est souvent accessible en termes d'effets indésirables, de traitement pour les patients âgés. On a beaucoup eu de nouvelles molécules dans les dernières années. Et je parle même dans les 5 dernières années. C'est-à-dire, alors qu'à un moment donné, on avait une hormonothérapie première génération et 2 chimiothérapies, aujourd'hui, on a une hormonothérapie de première génération, plusieurs hormonothérapies de seconde génération, toujours les chimiothérapies, et on a vraiment de plus en plus d'indications à des traitements. La chimiothérapie, elle est à manier avec précaution. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais une chimiothérapie chez un patient âgé, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment analyser la balance bénéfice-risque. L'hormonothérapie, on la met quand même assez souvent, mais l'effet indésirable majeur, c'est la sarcopénie, donc fonte musculaire, et on a un surrisque de chute et un surrisque fracturaire. Nous, on les envoie très volontiers, de manière quasi systématique, chez le rhumatologue pour faire une densitométrie osseuse, et puis pour voir avoir une supplémentation et une prise en charge des risques ostéoporotiques. Donc on les incite à garder une activité physique. On dit voilà, une hormonothérapie, il faut continuer à marcher, il ne faut pas rester dans votre fauteuil, il faut bien vous nourrir, etc., etc. On demande aussi de bien surveiller tout le bilan glucidique, le bilan lipidémique, et on leur demande de faire attention à leur alimentation. Les hormonothérapies de seconde génération, finalement, elles ne sont pas beaucoup plus délétères que les hormonothérapies de première génération. C'est juste qu'elles vont aggraver les effets indésirables du manque d'hormones. Juste un petit bémol pour une hormonothérapie qui s'appelle l'abiraterone. En fait, ça augmente quand même les complications cardiologiques. Ça nécessite une petite évaluation au préalable. Donc hormonothérapie, ouais, souvent, on va pouvoir quand même mettre quelque chose chez ces patients. Chimiothérapie, par contre, ça commence à être plus difficile. Beaucoup à prendre avec des pincettes. C'est vraiment très à l'appréciation de l'oncologue. Et puis c'est là surtout que vont intervenir toutes les évaluations de type oncogériatrique. Parce que pour mettre une hormonothérapie, allez, pourquoi pas, mais on se pose beaucoup moins la question que pour mettre une chimiothérapie. Donc c'est à ce moment-là, la chimiothérapie, qu'il faut faire une vraie évaluation, une vraie discussion. On a quand même des trucs, les supports nutritionnels, les facteurs de croissance, parfois l'abstention thérapeutique bien sûr, mais on essaie quand même de proposer au maximum ce qu'on proposerait pour un patient jeune. En fait, on ne va pas
s'arrêter à l'indication. On va dire, on va le faire, on vous évalue. Non, alors on ne fait pas. Mais on ne dit pas sans évaluation, non, on ne va pas le faire. À moins qu'il soit déjà dans un brancard et puis qu'il arrive à la consultation, bien sûr. Ce qui nous intéresse beaucoup dans le cancer chez l'homme âgé, c'est les outils décisionnels, dans les scores de fragilité, les oncogériatres. Et puis, finalement, j'ai marqué ici la famille et le patient, parce que finalement, les gens, ils viennent rarement, les patients âgés, ils viennent souvent avec leur famille, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, parfois même avec leurs petits-enfants. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse recueillir l'avis de toute la famille, que tout le monde puisse participer à la décision. J'ai mis le médecin traitant aussi, parce que vous connaissez mieux le patient que nous. Hein. Parfois, vous connaissez depuis des années. Et parfois, nous, on voit quelqu'un, on se dit, ouais, il va pas trop tenir la route. Ah ouais, si, quand même, peut-être. C'est intéressant de discuter. On ne prend pas l'habitude de discuter, forcément. La RCP, et puis le bon sens clinique. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas sous-traiter le patient âgé. Je vous remercie d'avoir écouté.